Bonjour à toutes et tous, nouveau numéro d'Espace Politique, le vlog. Deux points que je vais aborder aujourd'hui. Premier point, le budget et la motion de censure, et puis le cas Bayrou. Le second, ce sera les dingueries qui en ce moment sont examinées et votées au sein de l'hémicycle, qui actent et illustrent la grande convergence des macronistes et de l'extrême droite. Alors je vais commencer par aborder la question du budget, hein, tout ça a été encore examiné de façon brutale au sein de l'hémicycle, puisque Bayrou a été contraint d'activer une nouvelle fois un 49.3 pour faire passer son PLFSS. C'était prévisible, on le savait, et on savait aussi que ça passerait de toute manière, hein, le budget est passé, puisque les socialistes n'ont pas voté la motion de censure qui a découlé de ce 49.3. C'est particulièrement dommage et plus que inquiétant, puisque le NFP se fissure de fait, puisque les socialistes quittent le navire et soutiennent objectivement maintenant le gouvernement. C'est un soutien non actif, passif, mais complaisant, qui permet donc à Bayrou de se sauver et de continuer sa politique d'austérité. C'est un budget qui est un des plus austéritaires de ces 25 dernières années, avec des coupes un peu partout dans toutes les missions, les programmes qui financent nos services publics, l'école, la culture, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est vraiment de pire en pire, et c'est encore pire que la dernière fois avec Barnier. Donc c'est vraiment une séquence qui est terrible, et qui annonce sans doute aussi des batailles encore plus brutales en vue du prochain budget de 2026, puisqu'il va falloir commencer à nous y mettre. Parmi les décisions qui ont été enclenchées en loose day par Bayrou et son gouvernement, il y avait la décision de taxer toujours plus les auto-entrepreneurs, d'abaisser le seuil de taxation à 25 000 euros. Donc ils vont devoir maintenant facturer la TVA, la déclarer, et une TVA à 20%, ce qui va se répercuter dans leurs prestations, et qui va fragiliser un peu plus leur activité, qui est une activité dont on sait bien qu'elle est généralement plutôt précaire et exposée à plein d'aléas. Moi j'ai reçu beaucoup d'alertes, beaucoup de messages d'auto-entrepreneurs qui sont en colère, hein, parce ils l'avaient pas vu venir. Et là, le gouvernement va les taxer. Ce qui est quand même assez ironique, et même enfin, ironique. C'est une politique qui a été encouragée depuis toujours par les macronistes, hein, qui est mise en place par les macronistes, qui se trouvent maintenant exposés à la même austérité à laquelle sont exposées toutes les populations françaises. Donc là, on a quelque chose qui est sorti du bois de cet examen budgétaire. Euh, pour l'instant, le gouvernement l'a suspendu parce qu'il a bien lu que ça grondait très fortement. Bon, il faut vraiment qu'il revienne dessus. Nous, on sera particulièrement vigilants. Il y a une pétition qui circule, qui a été mise à la signature par l'Association nationale des auto-entrepreneurs. Il ne faut pas hésiter à la relayer, parce que c'est particulièrement grave d'attaquer ce type de commerce, d'activité, puisque à un moment donné, ça a été porté, des gens s'y retrouvent, et on commence à construire des carrières avec ce statut-là. Bon, bah là, on voit qu'il y a une mise en danger qui est particulièrement dommageable, et en tout cas encouragée par le gouvernement. L'autre point, s'agissant de ce budget, c'est que la discussion a été accompagnée d'une révélation s'agissant de François Bayrou. C'est vous avez sans doute lu la presse, ça commence enfin à apparaître dans les médias. Il aurait, été particulièrement complaisant, et aurait peut-être été mis au courant d'agissements dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, Notre-Dame de Bétarame, pas très loin de Pau. Des faits de pédocriminalité, une bonne centaine de cas, hein, de victimes, qui est aujourd'hui particulièrement documenté, et sur lequel beaucoup de gens ont alerté dès les années 90. Bayrou maintient devant la représentation nationale, en l'occurrence c'était une question qui a été posée très directement par mon collègue Paul Vanier, qu'il n'était pas au courant de ces agissements, lui-même qui était très lié à cet établissement. Donc il a maintenu la version qu'il n'était pas au courant, alors qu'il aurait dû s'y aller, hein, ces agissements, alors le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, il était très en prise, hein, et Mediapart a révélé qu'il y avait eu des alertes dès les années 90, et encore l'année dernière, une victime l'a alerté, donc il le savait, tout porte à croire qu'il le savait.
Et là, c'est particulièrement grave parce que s'il a menti devant la représentation nationale, et en plus à deux reprises, hein, le mardi et le mercredi, après avoir envoyé des armements pour essayer de le sauver, bon, ça en dit long sur son déficit de crédibilité et le fait que voilà, il n'assume pas du tout, à un moment donné, sa parole. Et donc là, ça donne une raison de plus, clairement, de le censurer. Déjà qu'il était à la tête d'un gouvernement illégitime. Là, c'est sa parole de Premier ministre qu'il est encore plus illégitime. Une raison de le censurer. Donc nous, on maintient la pression et sans doute, puisque maintenant on sait comment ça marche, hein, ça va feuilletonner, on va avoir toujours plus d'éléments et d'informations. S'il s'avère par A plus B, sur la foi de preuves matérielles complètement incontestables qu'il a menti, devant la représentation nationale, il devra s'en aller, démissionner. C'est hors de question qu'on puisse maintenir un tel statu quo. Deuxième point que je voulais aborder, en ce moment, on a affaire à des débats, des examens dans l'hémicycle qui sont particulièrement consternants, déconcertants, désespérants, désolants. Enfin, il faut trouver des épithètes pour qualifier tout ça. Des épisodes de convergence entre le bloc macroniste, enfin ce qu'il en reste, la droite dure et l'extrême droite. C'est par exemple le débat qu'a eu sur la sécurisation provisoire collectif, qui a fait la part belle à des débats sur l'hypersurveillance, sur l'équipement des services de sûreté, de brigades, etc. Enfin là, on est dans un moment ultra sécuritaire, décomplexé, et tout ce qui, de près ou de loin, conteste cette vision ultra sécuritaire passe pour de l'angélisme de gauche, coupable de toutes les compromissions par rapport à ces questions-là, et tout de suite vraiment monté en épingle. Le débat est très peu serein dans l'hémicycle, c'est peu de le dire. Et aujourd'hui même, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, a présenté, enfin, il a fait présenter, parce il prend très peu la parole pour défendre ses propres lois, une proposition de loi qui vise, je cite, à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des jeunes délinquants et de leurs parents, qui ambitionne de renforcer donc la réponse répressive à ces faits en insistant sur les comparutions immédiates, en abaissant l'âge à 16 ans pour envoyer toujours plus de gamins en prison, mais également responsabiliser les parents qui ne peuvent pas tout, qui sont hélas trop souvent livrés à eux-mêmes à ces phénomènes. Donc là, on a eu un débat particulièrement vif, électrique, électrisé, voire même carrément bordélisé par cette majorité macrono-lepéniste qui vise à un toujours plus sécuritaire, toujours plus répressif, avec des moyens surconcentrés dans la punition de ces phénomènes de délinquance, et avec aussi un gouvernement un peu à l'aveugle, hein, sur la base de sentiments, comment dirais-je, d'objectivation au doigt mouillé sur il y aurait une explosion de ces faits, ce que ne montrent pas du tout les statistiques d'État consolidées, les enquêtes de sciences sociales, etc. Donc là, on gouverne sur un ressenti, hein, qu'il y aurait un problème avec la jeunesse. Et là, vous avez une réponse en plus qui se fait sur la base de faits divers qui sont atroces. Et évidemment, personne ne conteste que quand un jeune meurt sous le coup d'un couteau ou à la machette ou je ne sais quoi, enfin, c'est évidemment que c'est affreux. Mais néanmoins, là, ça justifie à un moment donné une espèce d'escalade dans la législation, avec donc cette proposition de loi qui a été examinée tout à l'heure dans une ambiance à couteau tiré, et très peu de réponses sur la prévention, sur la protection de la jeunesse, sur l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est des gamins en fait qui sont issus souvent des classes populaires, fragilisés, livrés à elles-mêmes, avec des services publics défaillants. Et cette réponse-là de prévention, d'anticipation, eh bien, elle est laissée de côté avec une réponse là qui est celle de la droite depuis 25 ans, depuis Sarkozy. Donc là, on rejoue toujours un peu la même politique hyper autoritaire. Ça a été Sarkozy et son Karcher. Ça a été encore Darmanin qui en fait défendait, en tant que ministre de la Justice, c'est qui en souhaite tout un concept, cette proposition de loi.
qui donc est passée, qui a été votée. Alors nous, on ne l'a pas votée évidemment parce qu'elle est à la fois inutile, elle met en danger aussi la réponse de la justice des mineurs, de tous les acquis en fait progressistes de cette justice, euh, au service d'une vision de droite, d'extrême droite, qui est là aussi pour flatter un agenda politique, idéologique, et une espèce de course entre tous ces leaders de droite qui pensent déjà à 2027 et qui bombent le torse en montrant à quel point ils sont forts dans la réponse répressive. Donc là, c'est l'ambiance à laquelle on assiste, qu'on doit subir, puisqu'ils tiennent une partie de l'agenda en nous livrant leurs propositions de loi qui sont toujours plus débiles. Enfin, il faut voir l'exposé des motifs, hein, ça c'est sur 3-4 pages. Et ça tient lieu de débat en ce moment, alors qu'il y a tellement de sujets infiniment plus importants. Et puis, en effet, des réponses à apporter, mais qui sont sous l'angle de l'anticipation de la délinquance. Moi, j'étais bien tenté, évidemment, de relier à un drame qui s'est passé en circonscription. C'était dimanche, sur un terrain de foot à Damary-Lélis. Il y a eu une rixe qui a éclaté après la première mi-temps, en feu entre les deux équipes. Et un jeune de l'équipe de Damary a pris un coup de couteau. Tout de suite, ça a fait les grands titres, hein. L'auteur présumé, hein, de cette tentative de meurtre, hein, a été rapidement déféré devant la justice. Là, il est en détention provisoire, hein. Donc là, la réponse a été immédiate, hein, pour tout dire. Et moi, ce que j'ai trouvé comment dire, important, et je le souligne, j'ai été voir la conférence de presse organisée par le club et par le président du club, Karim Idir, qui a pris la parole devant les médias et qui a eu la réponse adéquate dans ces moments-là, plutôt que la surenchère sur l'affect, déraisonnable, espèce d'escalade agitée par tous les médias d'extrême droite, de CNews au JDD, etc. Bah, c'était de dire mesure, tempérance, soutien aussi à la victime, puisque la victime de ce coup de couteau est entre la vie et la mort, hein, a été transportée à la Pitié-Salpêtrière. Donc là, c'est un moment où on doit refroidir et être évidemment aux côtés de la victime et penser la désescalade et anticiper en prévenant d'éventuels prochains drames. Donc là, il faut mettre tous les acteurs de la prévention, des associations sportives, les services de l'État autour de la table pour penser des réponses adéquates, pas voilà, légiférer dans l'urgence et dans cette espèce de course, cette escalade ultra sécuritaire et répressive. Ça, c'était la réponse qui a été apportée, et je tiens à signaler, elle était à la hauteur. Voilà. Et un peu à contre-courant de ce qu'attendait la presse qui était venue, hein, recueillir la parole du club, qui était particulièrement digne. Et je tiens à leur renouveler tout mon soutien, parce que franchement, c'est pas évident de gérer une telle situation. D'ailleurs, je m'y rendrai encore ce week-end pour leur accorder encore tout mon soutien. Ils font un boulot merveilleux d'inclusion de tous les jeunes. C'est 700 licenciés, des gamins qui jouent au foot tout le temps, avec des bénévoles qui font du mieux pour occuper les gamins. Voilà, donc c'est sur la base de ce genre de faits que le gouvernement légifère aujourd'hui, avec cette surenchère qui fait le jeu objectivement de l'extrême droite, qui s'en frotte les mains. Tout à l'heure, c'était impressionnant de voir à quel point finalement ils applaudissaient, ils s'entre-applaudissaient, et cette ambiance ne peut que mener à cette prophétie de malheur que les macronistes contribuent à construire, hein, d'une accession au pouvoir du RN. Et le pire, c'est que dans leur perversité, ils vont dire que c'est nous, hein, qui faisons ce jeu en étant dans l'angélisme ou la culture de l'excuse, hein, pour reprendre des catégories complètement débiles qu'utilise encore Gérald Darmanin aujourd'hui. Ça, c'est l'ambiance. Nous, on maintient le cap, celui de la République, de l'état de droit, qui est constamment piétiné par le ministre de l'Intérieur, de la Justice, qui sont vraiment dans une espèce, tous les deux, de compétition à ce niveau-là. Et c'est particulièrement délétère, mais nous, on est des vigies, on est dans la vigilance par rapport à ces déviations, et certainement qu'il y aura encore des propositions de loi qui nous seront proposées de ce genre-là. Le narcotrafic qui arrive bientôt du Sénat, qui est particulièrement répressif, avec zéro approche de la prévention, etc. On maintiendra la philosophie qui nous anime, qui est une philosophie humaniste,
une philosophie de la solidarité, du bien vivre ensemble, et pas la philosophie de la division du peuple qui sert d'alibi à ces fauteurs de troubles et de malheurs qui nous gouvernent, hélas. Voilà, j'en ai fini, je suis un petit peu en colère, je dois dire, parce que franchement, c'est insupportable de voir cette décomplexion dans voilà, cette grande convergence des blocs bourgeois et d'extrême droite qui sont bien faits pour être ensemble, hélas. J'en ai fini, merci, on se dit à la prochaine, et d'ici là, bon week-end.